Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Certains d'entre eux, rappelez-vous, ont notoirement trempé dans les complots et les pogroms les plus sordides qui ont émaillé l'histoire de notre pays. Ce fut le cas notamment de la neutralisation du premier gouvernement démocratique de ce pays et de l'assassinat de son chef, Patrice Emery Lumumba, disciple de Kwame Nkrumah, en 1960 et en 1961. Ils ont aussi pour d'autres trempé dans des massacres de populations kassayennes au Katanga au début des années 90, pour lesquels ni les uns ni les autres n'ont jusqu'à présent jamais eu à rendre compte. C'est le comble de l'ironie, c'est le comble du cynisme. Que ces compatriotes se permettent aujourd'hui de distribuer des bons et des mauvais points à qui ils veulent dans le laborieux processus de démocratisation en cours dans notre pays. Mesdames, Messieurs de la presse, les Congolais ont par ailleurs besoin de leaders en pleine possession de capacités pour concevoir des solutions à leurs problèmes. Lorsqu'on a entendu un candidat à président de la République présenté par d'aucuns, surtout à l'étranger, comme sérieux, déclarer sur une chaîne française que selon la Constitution congolaise, il n'est pas envisageable que le président de la République en exercice restât en fonction à la fin de son mandat, même si l'élection présidentielle n'était pas encore organisée, alors que l'article 70 de la dite Constitution dit exactement le contraire, on se rend à l'évidence qu'il ne maîtrise rien de la Constitution ni des lois du pays à la tête duquel il veut se positionner. Il a également affirmé, sans rire, avoir été, je vais le citer, condamné par ce même parquet qui m'a autorisé à aller me faire soigner à l'étranger. Fin de citation. Un parquet qui condamne. Scandalisé, je vais vous faire une confidence, une dame, vendeuse de bitoyo à Lubumbashi, m'a téléphoné pour me dire tout le mal qu'elle pensait des honorables députés provinciaux de l'ex-province du Katanga, qui avaient osé confier les rênes de cette province à une personne qui ignorait ce qu'elle, avec son petit brevet de cycle d'orientation, avait appris, à savoir que si le parquet instruit et poursuit des infractions, seul un tribunal condamne. Le parquet ne condamne pas. J'ai pris sur moi de parler avec cette dame, de relativiser ses critiques contre les honorables élus de l'ex-province du Katanga, en lui disant que cet ancien gouverneur pouvait tout aussi bien avoir falsifié son curriculum vitae pour convaincre les grands électeurs que sont les députés provinciaux de l'ex-Katanga. Une éventualité d'autant plus probable que la falsification est une pratique d'usage très courante chez l'intéressé, dont la condamnation par le tribunal de paix de Lubumbashi Kamalondo, qu'il a tenté malhonnêtement de confondre avec l'instruction pénale toujours en cours du dossier du recrutement des mercenaires devant le parquet près la cour d'appel de Lubumbashi, a été primordialement donnée par une infraction de faux et usage de faux au dépend d'un sujet grec, M. Stoupi, dont l'avocat vous a expliqué, je pense, dans un point de presse organisé sur mes services il y a quelques jours, les tenants et les aboutissants, et qui ne concerne en rien le gouvernement de la République démocratique du Congo. Il s'agit de faux et d'usage de faux. Tout ceci pour demander aux faiseurs des rois autoproclamés sous nos tropiques qu'ils peuvent mieux choisir leurs pions. En un mot commençant, le gouvernement de la République démocratique du Congo engage ses partenaires à résister à la tentation impériale devant les difficultés conjoncturelles de notre pays. Nous les invitons à ne pas mettre de l'huile sur le feu. Nous les invitons à contribuer plutôt à la stabilisation de la situation dans ce pays dont le peuple n'a que trop souffert
de toutes sortes de convoitises, de toutes sortes d'ambitions mal gérées depuis l'aube de l'indépendance. Exiger la tenue des élections crédibles dans des délais contraignants dont on sait qu'ils ne peuvent être tenus faute de moyens, tout en encourageant ceux qui ne rêvent que plaie et bosse, revient pratiquement à créer les conditions de violence que l'on prétend par ailleurs vouloir prévenir. Le gouvernement appelle une fois de plus les vrais amis du Congo, les vrais amis des Congolais, à soutenir, comme il le fait lui-même, la Commission électorale nationale indépendante, afin de lui permettre de poursuivre sans désemparer les préparatifs d'un processus électoral fiable, viable et apaisé. Il est contre-productif de se limiter à multiplier des injonctions combinatoires, humiliantes et irréalistes que nous ne pouvons que rejeter sur les dates d'organisation de telle ou telle autre élection jugées plus intéressantes pour certains, alors que toutes les élections se valent pour les populations congolaises. Nous nous félicitons donc des efforts du facilitateur désigné par l'Union africaine, l'ancien Premier ministre togolais M. Eden Kodjo, pour rendre possible la recherche d'un consensus entre fils et filles de la République démocratique du Congo afin d'avancer vers de telles élections. Pour le gouvernement, les acteurs congolais de la classe politique et de la société civile, toutes tendances confondues, ont un réel intérêt à se joindre à ces efforts au risque de brûler la maison commune. Quelques compatriotes, et pas des moindres, continuent à se laisser bercer par les promesses ou les miettes des intérêts particuliers de quelques fauteurs de troubles étrangers, qu'ils soient États ou organisations non gouvernementales internationales, pour des schémas de sortie de crise conflictuelle, et rejettent toute recherche d'un compromis par le dialogue national inclusif. Nous pensons qu'ils ont tort. Le gouvernement les invite, une fois de plus, à revenir à la raison, avant qu'il ne soit trop tard pour notre peuple. Nous avons entendu hier les propos désabusés d'un ancien Premier ministre britannique, M. Tony Blair, qui a présenté des excuses pour l'interventionnisme musclé de son gouvernement et d'autres gouvernements occidentaux en Irak, un pays dont l'existence, vous le savez, ne tient aujourd'hui qu'à un fil, alors que toutes les possibilités d'un règlement pacifique, a-t-il dit, n'avaient pas été épuisées. Mais que valent ces excuses 13 ans après, pour les Irakiens, et particulièrement pour les centaines de milliers d'Irakiens qui sont morts déjà, ou qui sont estropiés à vie du fait de ces affrontements fratricides. Le gouvernement appelle donc tous les Congolais à un sursaut patriotique. Il engage les Congolais à se méfier de ce qui s'apparente plus à des caprices intéressés de puissances arrogantes qu'à de la solidarité avec notre pays. Nous nous félicitons de la sélection le 4 juillet courant par la Commission électorale nationale indépendante, conformément aux règles de l'art, d'un fournisseur pour les 22 000 kits d'enrôlement mobile biométrique pour l'actualisation du fichier électoral, sans laquelle il n'y a point d'élection crédible possible, quelle que soit par ailleurs l'impatience légitime des uns et des autres à voir l'élection se tenir au plus vite. Avec cette sélection, on peut dire que la République démocratique du Congo est entrée de plein pied dans le processus électoral de 2016, quoi qu'en disent les sceptiques. Et c'est une bonne chose. Je vous remercie. Où se déroulent les opérations d'attaque contre nos populations, au-delà de laquelle il n'y aurait plus la moindre action terroriste. Mais il faut reconnaître, avec nos observateurs de la MONUSCO notamment, que les capacités de malfaisance de ces groupes armés ont sensiblement diminué
depuis que l'état-major de l'opération Soukoula s'est délocalisé et que de moins en moins nous assistons à ces actions qui victimisent nos malheureuses populations de cette région de notre pays. Le terrorisme nous frappe, c'est une offensive qui par définition se cache, ne se montre pas au grand jour, joue à cache-cache avec ceux qui le répriment. C'est vrai au Congo, c'est vrai au Kenya, c'est vrai en Somalie, c'est vrai en France, c'est vrai aux États-Unis. Nous sommes allés au-devant de ces forces parce que nous savons les localiser dans un périmètre qui est situé dans les gorges profondes d'une jungle difficilement pénétrable, mais où nos garçons ont pénétré et où ils se confrontent à eux. Et donc ce petit jeu de cache-cache avec la mort se joue chaque jour au prix de la vie de nos jeunes militaires qui ont le devoir de se sacrifier pour leurs compatriotes. En tous les cas, je vous remercie d'avoir rappelé ce problème que j'ai omis dans mon introduction, compte tenu du fait qu'on nous distrait tellement avec les ambitions des uns qui sont tellement pressés à devenir président qu'ils oublient que le peuple pour lequel ils veulent ce pouvoir souffre en certains endroits, notamment à Béni, et que ce sont les seules forces armées de la République démocratique du Congo qui, avec l'appui de la MONUSCO naturellement, se chargent de faire disparaître cette menace. Mais je pense que d'ici à quelques mois, la menace ADF ne sera plus qu'un souvenir. Je ne peux pas donner les détails sur les dispositions qui ont été prises, mais je voudrais renouveler ici l'appel que l'état-major a à l'endroit de toutes les filles et tous les fils du Grand Nord, de Béni en particulier, de coopérer activement avec les forces de sécurité pour mettre fin une fois pour toutes à la présence de ces forces terroristes dans cet espace. Lui qui essaie de défendre, et je l'inviterai à le faire devant ces juges et non pas devant les médias, parce que ce n'est pas vous, les médias, qui le poursuivez, ce n'est pas TV5 qui le poursuit, ce ne sont pas les réseaux sociaux qui le poursuivent, c'est la cour d'appel de Lubumbashi et c'est le tribunal de paix de Kamalondo. C'est devant eux qu'il doit se défendre. Voilà ma réponse. Si mes souvenirs sont exacts, 3 millions de dollars déjà à la CENI pour plusieurs centaines de millions de dollars que le gouvernement a déjà mis dans le panier. Donc, on ne va pas acheter la souveraineté de la République démocratique du Congo avec des promesses fallacieuses. Et même s'il y a eu cette coopération, et même si elle aura lieu, ce n'est pas cela le prix de la souveraineté d'un pays. Je pense que même si nos partenaires nous aident, ce n'est pas au prix de notre souveraineté. Et encore moins, nous sommes habitués à des fausses promesses, nous sommes d'autant plus fondés à pouvoir résoudre nos problèmes par nous-mêmes, parce que les promesses d'avant n'ont jamais, je vous le dis, jamais été satisfaites et nous ne voyons pas, en voyant les choses telles qu'elles se déroulent, comment elles pourraient être satisfaites cette fois-ci. Il ne faut pas faire preuve de naïveté. Qui est incapable même de lire le texte de la Constitution de son pays, ça m'étonnerait qu'il trouve bien une recette appropriée pour mettre fin à une situation aussi complexe que celle qui prévaut aujourd'hui au Nord Kivu, quel que soit ce qu'il est en train de déclarer. Manifestement, il ignore même l'histoire de ces désordres que nous affrontons au Nord Kivu. Il ignore l'origine de ce terrorisme qui est en train d'étreindre nos populations au Nord Kivu et qui ont commencé longtemps, des décennies avant même l'avènement de Joseph Kabila. Donc, je pense que à un ignorant, on ne peut répondre que par le silence. Je pense qu'il devrait rentrer aux études, savoir quelle est l'histoire de son pays, avant de pouvoir proposer des recettes, comme vous dites. Il faut connaître d'abord de quel pays on parle. Ce n'est pas un roman, madame. Il y a une histoire, cette rébellion a une histoire, et il y a des actions que je vous ai décrites ici, qui sont en train d'être menées. Les forces armées de la République que commande Joseph Kabila ne sont pas seules au contact de ces réalités. Il y a la communauté internationale. Vous n'allez pas me dire qu'il a des recettes beaucoup plus importantes et beaucoup mieux réfléchies que celles de toute la communauté internationale avec laquelle nous coopérons
à travers la MONUSCO et sa brigade internationale. Donc c'est un monsieur qui raconte des histoires pour faire oublier ses ennuis avec la justice. Et de toute manière, je vous ai démontré qu'il ignore même la constitution de son pays. Quelqu'un qui ignore même la différence entre parquet et tribunal. Alors vous me parlez de choses aussi complexes que la sécurité d'une province. Non, je préfère ne pas discuter sur cette base-là. Il ferait mieux de rentrer à l'école et savoir exactement. On lui donnera sûrement des cours d'histoire et il saura ce qui se passe au Nord Kivu. Manifestement, il ignore tout de ce qui se passe dans ce pays. Ils ne sont pas organisés de la façon que vous les décrivez. Il n'y a pas d'argent qu'il soit possible de mettre de côté puisqu'il n'a pas été utilisé. Le budget de la République est un tableau prévisionnel. On prévoit d'engranger tel nombre de recettes. Et sur base des recettes qui seront engagées au cours de l'exercice budgétaire, on prévoit de les affecter à telle dépense. Et donc, vous savez comme moi, parce que vous participez souvent aux travaux de l'autorité budgétaire qu'est l'Assemblée nationale, que généralement, nous faisons moins de 65 à 70% de réalisation de recettes. Donc, forcément, les dépenses ne peuvent pas suivre au point de rendre disponible une enveloppe qui aurait été prévue pour une dépense qui n'a pas eu lieu pour pouvoir l'utiliser un peu plus tard. Non, tout cela retombe et on reprend tous les nouveaux besoins et je pense que le seul signal qui peut